Bonjour les gens et bienvenue aux portes de Karaz à Karak, alors que nous nous préparons à repousser l'envahisseur Pauvert dans une nouvelle campagne de Total War Warhammer. Je ne sais pas vraiment quelle ambition, quelle forme ou quelle architecture elle prendra cette campagne sur YouTube. Euh, j'ai envie de jouer au jeu, vous avez probablement envie de voir le jeu vu qu'il vient de sortir, donc je vois pas trop l'intérêt de jouer dans mon coin si je peux le faire également avec des vidéos. Après, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises lorsqu'on m'avait posé des questions au sujet de ce jeu, notamment sur mes streams le week-end, c'est un jeu qui a des phases dans lesquelles il se passe pas grand-chose, comme tous les Total War, par exemple quand tu es en train de recruter ou de récupérer après une grosse bataille. Donc je sais pas si je ferai un let's play à 100%, disons, mais j'essaierai au moins, je pense, d'essayer de montrer euh, un maximum de choses en un minimum de temps. Alors, cela étant dit, nous nous retrouvons sur une campagne avec nos amis les nains, car comme vous le savez très probablement, les nains, c'est bien. Comme toutes les factions de Total War Warhammer, lorsque tu démarres avec les nains, tu as le choix entre deux leaders, Thorgrim Grudgebearer ou une Grim Slayer King, pardon, j'allais l'appeler King Slayer, ce qui est vraiment pas la même chose. C'est tout à fait différent, parce que Slayer King c'est le roi des Slayers, King Slayer c'est le tueur de rois, donc c'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? La raison pour laquelle j'ai choisi Ungrim à la place de Thorgrim, c'est que je trouve que Ungrim a un gros avantage en fait. Euh, c'est que c'est un Slayer. Donc pour ceux qui connaissent pas les Slayers, chez les nains dans Warhammer, ce sont les malades mentaux avec des grosses crêtes sur la tête qui se battent torse nu. Et ils ont l'avantage d'avoir cette fonction qui veut dire rapide pour un nain. Ce sont l'une des seules, disons, unités naines qui ont un petit peu de vitesse. Donc c'est très utile parce que les nains sont extrêmement lents. Donc avoir un leader qui peut un petit peu changer ça, c'est relativement cool. Ok, donc on a une première baston sur le côté avec un joyeux leader des peaux vertes qui est donc Gnashrak. T'en as un nom sexy, moi. Mon vieux, qui est donc un leader des Bloody Spears. Il a des Big Ones qui sont relativement balèzes, les Big Ones. Les Orc Boys, c'est un peu l'infanterie de base, donc c'est pas un problème. Il a également des Orc Harriers. Alors les Orc Harriers, faut y faire attention, c'est que... Ils ont un arc, mais en fait, ils sont meilleurs au corps à corps qu'avec leur arc, donc faut faire gaffe quand même à ça. Et ils ont les archers gobelins qui sont un petit peu la base, là aussi. Des unités à distance pour les orques. De notre côté, on a donc notre roi, donc Ungrim, qui est une excellente unité au corps à corps, relativement rapide. Je dis relativement parce que ça reste un nain, donc il est plutôt lent. On a une unité de Slayer, cause beaucoup de dégâts, encaisse beaucoup de dégâts également, donc faut faire attention. Généralement utilisé en tant que force de frappe. À côté, on a des Longbeards et des comment ils s'appellent, des guerriers de base qui sont bien cool d'un point de vue défensif en fait. Les nains, toutes leurs unités au corps à corps sont vraiment puissantes en début de partie parce que t'as de l'armure, généralement t'as un bouclier et avoir de l'armure en début de partie est vraiment super précieux dans Total War Warhammer parce que justement les armes qui passent à travers les armures vont être relativement rares ou excessivement chères à ce stade de la partie. Donc nos amis les Longbeards qui sont là et les Dwarf Warriors vont pouvoir en prendre plein la gueule de manière assez conséquente, ce qui est cool. Ensuite on a les mineurs qui sont peut-être moins intéressants disons, mais qui ont quand même l'avantage d'avoir une attaque plutôt cool contre les unités relativement solides. Et à côté, nous avons les Thunderers et les Quarrelers qui sont extrêmement puissants. Les nains ont vraiment d'excellentes unités à distance. Et en plus, l'un des gros avantages de leurs unités à distance, c'est qu'elles sont tout à fait capables de se battre au corps à corps si la situation tourne un petit peu au coton. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Je m'attends pas à ce qu'ils jouent de manière très agressive là-dessus. Ouais, ça a l'air d'être le cas, vu que c'est moi qui ai attaqué, donc je vais me déplacer de manière relativement tranquille vers cette petite colline. On va dire à tout le monde de prendre son temps, parce que je vois pas l'intérêt d'arriver fatigué sur le champ de bataille. On va passer en vitesse rapide pendant ce temps-là pour voir nos nains avancer. Donc ouais, là on va jouer de manière assez agressive, mais je dirais si vous débutez avec les nains, et au passage c'est une excellente race pour débuter. D'ailleurs les nains et les orques sont probablement
les deux meilleures races, je dirais, pour débuter dans ce nouveau Total War, ce qui est assez marrant quand tu sais qu'ils peuvent pas se blairer et qu'ils vont passer les... J'allais dire les premiers tours, mais la grosse majorité de la partie est se mettre sur la gueule, ce qui est assez comique. Mais ouais, ils sont plutôt pas mal pour débuter. Et si vous voulez débuter avec eux, l'une des stratégies principales à avoir avec les nains, c'est vraiment de savoir apprécier à quel point vos unités sont solides en début de partie par rapport à celles de vos adversaires. Et quand je dis solide, je parle pas uniquement de leur armure, qui est certes vraiment cool, mais également de leur morale. Les nains ont un excellent moral, notamment les Slayers, ne s'enfuient jamais, parce que l'objectif d'un Slayer dans la vie, c'est de mourir, donc ils en ont un peu rien à foutre, de pas avoir de morale. Ils se battent jusqu'à la mort. Ils ont même une attaque spéciale lorsqu'ils meurent. Euh, ils collent un dernier coup de hache qui fait super bobo avant de clamser. Donc ça peut être très pratique, évidemment. Mais avoir ce mur de nains là, qui sont en armure lourde, qui ont éventuellement des boucliers, on les voit pas très bien en vitesse rapide là, mais vous pouvez les voir, notamment voilà, les Longbeards avec le look très classique, n'est-ce pas, de l'infanterie naine. Tu peux vraiment prendre des charges en pleine tronche. Et pendant que tu te prends la charge en pleine tronche, sur le flanc, tu places soit tes Slayers, qui, comme je l'ai dit, sont plus fragiles, soit tes unités à distance, et tu peux faire vraiment un gros massacre sur le flanc pendant que l'ennemi est en train de perdre son temps à essayer de pourrir la tronche à tes murs. C'est là, les gars, marchez pas trop vite une fois de plus, on n'est pas là pour se fatiguer. Et vous, je vais vous coller un petit peu plus... Honnêtement, sur le côté, là, ça pourrait être pas mal, les mecs. Essayez de les coller en hauteur, les unités à distance. Ok, il est en train de passer à l'assaut, ça m'arrange beaucoup. Changement d'idée, les amis. Le mur, vous vous mettez là. Les Slayers, restez un petit peu sur le côté. Vous essayez de vous mettre par là. Allez ici. Donc ouais, comme je disais, j'essayais de mettre les unités à distance en hauteur de manière à pouvoir tirer au-dessus de la tête de mes collègues. Ce qui est toujours utile pour éviter d'avoir du friendly fire. Ok, vous allez venir chercher les emmerdes. En règle générale, dans Total War, j'utilise beaucoup le mode skirmish pour mes unités à distance. Je le fais quasiment pas avec les nains, en fait. Dans le sens où, comme je l'ai dit, ils sont tout à fait capables de se battre au corps à corps. Donc ils vont avoir tendance à pouvoir se prendre des coups dans la tronche de manière assez valable, en fait. Ça, c'est un bon exemple de situation plutôt exploitable avec les nains. Ils ont chargé en plein dans mon mur. Mes Slayers sont sur le côté. Mes Slayers vont aller attaquer sur le flanc. Il y a leur héros et notre héros qui sont en train de se friter, ce qui est un peu une situation que je qualifierais de classique et efficace. On va essayer d'aller chatouiller un petit peu la tronche des gobelins derrière, pendant que tout ça se passe. Donc leur leader est en train de se faire défoncer par le nôtre, ce qui est assez glorieux. Ah, tu fais le malin, Billy, mais ma hache elle est plus grosse que ton gros coupe-coupe. Hein? Ouais, désolé les mecs, mais question morale, vous pouvez pas faire face à la puissance des nains, les orques. Quoique les orques ont un bon moral, c'est surtout les gobelins qui ont un moral de merde. Et à ce stade du jeu, t'es plutôt chargé niveau gobelin. Et ça c'est ces archers gobelins, et à côté c'est ces Our Boys. Fort bien, vous avez été frappé sur le côté, un truc de malade par les Slayers qui se font plaisir. Alors les Slayers, faut faire gaffe à comment tu les utilises par contre, parce que, tiens, il y a leur Lord qui vient de se faire buter, c'est cool. Faut faire gaffe à comment tu les utilises, parce que vraiment, comparé aux autres unités d'infanterie des nains, ils sont super fragiles. Alors ça veut pas dire que dans l'absolu, ils sont super fragiles, mais c'est surtout comparé à leurs collègues qui sont fragiles. Et du coup, faut faire gaffe quand même à pas les utiliser d'une manière aussi brutal qu'on peut le faire avec les autres unités de corps à corps. Parce que là, je sais pas si vous pouvez voir, mais les Slayers, je les ai utilisés en tant que force de frappe. Donc ils n'ont pas reçu la charge, et pour eux, pourtant c'est quand même eux qui ont pris le plus de dégâts par rapport aux Longbeards et aux Warriors. Faut vraiment faire attention de ce côté-là. Les Slayers, ils sont certes très puissants, parce qu'ils font vraiment très mal, mais il faut quand même faire gaffe à les chouchouter peut-être un petit peu plus qu'on peut le faire avec les unités de corps à corps de base. Alors, une des faiblesses des nains au combat, qu'on n'a pas beaucoup pu voir sur ce combat-là, mais qui est
tout à fait importante à prendre en compte. Les nains sont très lents. Les nains ont pas de cavalerie, à moins de considérer que les gyrocoptères sont une cavalerie volante, ce que j'hésiterais franchement à faire. Du coup, l'un des gros problèmes que tu vas avoir avec les nains, c'est que les unités vont venir se briser sur toi. Tu vas leur péter la gueule, elles vont s'enfuir. Puis elles vont rattraper leur morale au bout d'un moment. Et elles vont revenir se briser sur toi. Et ainsi de suite. Et tu peux pas vraiment faire ce que tu auras généralement tendance à faire avec les autres factions, qui est de poursuivre avec une unité de cavalerie, par exemple, ou une unité à distance, ou peu importe quel truc qui peut attaquer une unité qui est en train de s'enfuir, et de continuer à les suivre et à les flinguer ou à les forcer à vraiment s'échapper du champ de bataille. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à faire avec les nains de ce côté-là. On cela dit, là, on s'est vraiment bien démerdé. Il avait plus d'unités déployées sur le champ de bataille que moi, ce qui est pas vraiment étonnant, parce que c'est un orc que je suis un nain. Et on a perdu que 60 personnes, comparé à lui qui en a perdu 177. Je pense qu'on s'en tire pas trop mal du tout là-dessus. Eh bien, tu remets un temps, mon cher chargement de fin de partie. Pourtant, habituellement, tu es relativement vif. C'est un petit peu curieux. Victoire décisive. On a gagné 282 dollars au passage. On peut relâcher les captifs. Ouh, on a même chopé une armure. Ça, oh, c'est une armure rare en plus. Putain, ça c'est un coup de balle par contre. On peut relâcher les captifs et j'ai envie de dire lol. Et on peut exécuter les captifs. J'ai envie de dire qu'on va exécuter les captifs. Ok, on a rempli une première mission, ce qui nous donne un petit peu de thunes, ce qui est cool. C'est vraiment chouette d'avoir chopé cette armure à bas niveau, là. C'est vraiment rare de choper une armure rare, justement, à aussi bas niveau. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Ouais, elle va me donner plus 8 d'armure, ce qui est vraiment pas négligeable pour notre leader, qui est pas nécessairement, justement, le leader le plus solide que t'as chez les nains. Plus 4 de défense au corps à corps, donc moins de chances de se faire toucher, et plus de résistance aux dégâts, ce qui est vraiment très très chouette. Oui, c'est une excellente armure, tout ça. Alors, on a également chopé un point de skill. Plusieurs choses que je pourrais faire avec ça. La question c'est, est-ce que j'oriente mon leader en tant que combattant direct, ce qui honnêtement est très tentant avec lui parce qu'il est vraiment cool de ce côté-là, ou est-ce que je l'oriente un petit peu plus que question management? C'est une bonne question. Je pense que je vais déjà lui donner l'armure de plate complète, ce qui lui boostera un petit peu sa survivabilité, ce qui est évidemment un excellent moyen de gagner de l'XP sur le long terme, ce qui est vraiment très valable. Je prendrais probablement Route Marcher à terme, je l'aime bien ce pouvoir, il te donne plus 10% de portée sur tes mouvements, ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Alors, à Karazakarak, on va commencer par faire la mine de diamants, parce que c'est un peu une source de thunes absolument incroyable. Je vais pas améliorer les baraques, parce qu'à terme, je vais probablement pas les garder, en fait. La raison pour laquelle je vais probablement pas les garder, c'est que dans Total War Warhammer, seules les capitales de province peuvent monter jusqu'au niveau 5, donc avoir des bâtiments de niveau 5. Donc là, vous pouvez voir bâtiments de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et du coup, garder les barracks dans une capitale de province qui peut monter jusqu'au niveau 5, là, n'a pas grand sens, vu que c'est un bâtiment qui va jusqu'au niveau 3 uniquement. Les villes secondaires de province peuvent monter jusqu'au niveau 3. Donc à terme, j'aurais plutôt intérêt en fait à construire une baraque dans une de mes villes secondaires, vu que de toute façon le jeu fonctionne par province. Donc où que je me trouve dans la province, je peux utiliser les bâtiments qui sont dans toute la province, quelle que soit la ville. Donc à terme, je remplacerai probablement ça par un autre bâtiment qui est peut-être un petit peu plus exigeant de ce côté-là, du style leur bâtiment d'artillerie, je crois, est relativement au niveau de ce point de vue. Je pourrais essayer de reprendre les Pillars of Grungir, là, ce qui serait pas nécessairement stupide. Le problème, c'est qu'il a peut-être une garrison, ce qui pourrait me repousser un poil, mais je pense qu'on va quand même tenter le délire. Ah oh, ça a l'air tout à fait prenable, ça encore, mon vieux. Il y a des renforts, mais ça a l'air tout à fait prenable. Tiens, d'ailleurs, les renforts, c'est une autre raison pour lesquelles j'aime vraiment développer certains de mes héros en soutien plutôt qu'en combat direct, parce que l'aptitude Lightning Strike est tellement puissante dans ce jeu, c'est un truc de malade. Lightning Strike, en gros, ça veut dire que si tu arrives dans un combat
dans lequel ton ennemi est censé recevoir des renforts. Donc en gros, il est à portée d'une de ses villes ou à portée d'une autre de ses armées. Comme par exemple ici, vous pouvez voir, il va recevoir les renforts de 540 de ses alliés, là. Tu peux en fait bloquer complètement ça avec Lightning Strike. Et c'est super valable. Surtout en fin de partie contre le chaos qui a tendance à se déplacer en essaim, pour ne pas dire en troupeau. C'est vraiment extrêmement puissant comme pouvoir. Alors c'est un pouvoir qui demande pas mal d'investissement dans l'arbre bleu, n'est-ce pas, de développement du personnage, mais c'est un pouvoir que je trouve très très valable. Alors, les renforts ils vont nous arriver droit dans le fion, ce qui est pas un endroit où tu as envie de te prendre les renforts. De bon matin. On change pas une recette qui marche, hein, donc on va garder la même stratégie que tout à l'heure. Cela étant dit, la présence des renforts dans mon fion m'arrange quand même beaucoup moins. Donc on va bouger de manière un petit peu plus vive cette fois-ci. Et notre adversaire va probablement en faire de même dans le sens où il sait qu'il a des renforts qui arrivent derrière. Les renforts derrière en plus sont frais, donc ils sortent pas d'une bataille comme nous deux là. Ce qui va probablement les arranger pas mal. Bon. Tant qu'ils arrivent, j'aurai peut-être l'occasion de causer pas mal de dégâts sur son armée principale. Bon, je fasse attention à mes Slayers, ils sont pas en super bon état suite au combat précédent. Tiens, nous dessus avec vos arcs à 2 francs, les mecs, je vais vous montrer la puissance de l'ingénierie naine. Et vous allez comprendre votre erreur. Ah, vous avez vu, nous, nos arcs, en fait, c'est des fusils, ils sont pas mal, hein. On est en hauteur, en plus, les gars, donc faites-vous plaisir. Restez là, ça me dérange très peu. Ça, c'est vraiment la stratégie naine par excellente. C'est... on est en hauteur, on a nos flingues, tu veux venir te battre, passe à travers le mur, mec, fais-toi plaisir. C'est vraiment pas un souci du tout pour nous. Ouais, il essaye de rejoindre les forces avec son collègue, ce qui est vraiment pas stupide de sa part. L'intelligence artificielle de combat, elle joue vraiment mieux que par le passé, je trouve, sur Total War Warhammer. Ce qui est évidemment très cool. Reste pas là, Billy, tu vas gêner leur tir. J'aime beaucoup les autres qui font la teuf devant pendant ce temps-là. Alors commence à débarquer, il va falloir être prudent. Cela dit, si j'arrive à bien briser cette force-là avant que les renforts arrivent, je serai plutôt content. Ouais, ils sont déjà brisés, ce qui est une excellente chose. Ok. Ils ont retrouvé leur renfort, donc ils sont en train de repasser à l'offensive. On va faire opérer une rotation de notre formation. Et garder la même méthode de combat. Là, tes unités à distance, elles sont pas trop inquiétantes, là, je dois dire. Oh, voulez-vous battre contre le leader, les gars, faites-vous plaisir. Hein. Il va vous dévorer au petit-déj. Ça va être assez comique. Je te voudrais là, mon vieux, si tu vois pas d'inconvénient. Je te voudrais genre ici. Alors, faut que je fasse gaffe à mes Slayers, parce que j'ai quand même de bonnes chances de les perdre sur ce combat, vu qu'ils ont quand même pris plus de dégâts que je leur ai souhaité sur le premier engagement, disons. On va le perdre. Mon leader est en train de faire de la purée de leur tronche, ce qui est un petit peu l'objectif dans l'absolu. Ça, c'est des unités de gobelins, ils vont probablement se briser avant la fin du combat, donc ça m'inquiète très peu. Ils sont pas nécessairement complètement inutiles, hein, les gobelins chez les orques. N'allez pas croire ça, mais dans la situation présente, contre des unités beaucoup plus puissantes, ils ont quand même peu de chances de trop s'en sortir. Je fasse gaffe. Les unités au corps à corps, là, sont en train de morfler. Pas besoin de renfort sur les côtés, les amis. Et pas besoin d'être autant pour buter des gobelins, non? Si, toi, viens là.
les Slayers qui partent comme une vague sur la gueule des autres, là, c'est pas vraiment nécessaire, les mecs. Et faites gaffe quand même, là, on est en train de se faire un peu défoncer par leurs deux groupes de Orc Boys, là. Ouais, je vais prendre quand même pas mal de dégâts sur ce petit engagement. Je le savais parce que c'était pas très intelligent de repasser directement à l'assaut juste derrière le premier combat, mais bon. On va avoir pris pas mal de dégâts là-dessus. Jamais oublier de dire aux Slayers de se replier, ils le feront jamais eux-mêmes, donc faites gaffe à ça. Ils se battent jusqu'à la mort, ils en ont rien, Nasque, ouais. Si jamais vous voulez les conserver, ce qui est plutôt malin en règle générale, méfiez-vous. Ok, ça sent bon la victoire, ça les mecs. Les Thunderers, je dois avouer que je les kiffe. On va aller dire bonjour à leurs gobelins qui sont là-haut, et ça devrait suffire à s'en sortir. Bon, on a pris quelques claques dans la tronche, ce qui est pas idéal, mais c'est quand même une bonne victoire. Ah, j'ai perdu 131 personnes, ils ont perdu plus de 450 unités, je pense qu'on peut très bien s'en sortir là-dessus. C'est pas vraiment regrettable comme victoire, mais c'est quand même un petit peu plus coûteux que ce que j'aurais pu aimer. Mais vraiment, là, c'était une bonne illustration de la stratégie de base que tu dois avoir avec les nains, surtout quand tu avais une position aussi glorieuse que celle que j'avais là en début de ce combat avec la petite colline qui était un petit peu idéalement placée. Tu te colles en hauteur, tu utilises tes fusils en laissant tes combattants au corps à corps se reposer. Et dès que les mecs commencent à te charger, t'absorbes la charge avec tes combattants solides. Et pendant ce temps-là, tu mets tes tireurs sur le côté pour les massacrer sur le flanc. Et tu utilises tes slayers. En fait, les slayers chez les nains, faut quasiment les considérer comme de la cavalerie, en fait. Ils sont clairement pas aussi rapides que de la cavalerie, soyons tout à fait réalistes de ce côté-là. Ils sont même pas aussi rapides que la plupart des unités d'infanterie des autres factions. Mais c'est vraiment une force de frappe avec laquelle tu peux faire une bonne charge pour choquer sur le côté. Faut faire attention à pas trop charger les archers, par contre, je trouve, avec les Slayers. Ils ont tendance à quand même prendre pas mal de tirs dans la tronche en attendant d'arriver vers leur cible. Ce qui est pas idéal vu leur armure inexistante, disons. Bon, cela dit, c'est une fois de plus une excellente victoire, ça. Avec 98 $ dans les poches, mec, tu me déçois. J'ai mis un niveau en plus, c'est une excellente nouvelle. Merci pour la ville, mec. Je vais la faire automatiquement, celle-là, elle a pas grand intérêt, je veux dire, je vais leur massacrer la gueule, donc... Je vois pas trop l'intérêt, disons. 36 $. Ouh, et on a gagné une... Dis donc, j'ai du bol du point de vue des objets aujourd'hui. On va occuper. Je pourrais saquer la ville, mais honnêtement, le gain monétaire est pas suffisant pour que ce soit intéressant. Dans le jeu, cela dit, saquer les villes est vraiment très important dans Total War Warhammer, ce qui est pas vraiment étonnant vu la franchise, mais c'est vraiment un excellent moyen de renforcer ton économie de ce côté-là. TG le conseiller, personne t'a demandé ton avis, mon vieux. Ok. On a débloqué une quête également. Où la quête? Là, la quête. Les quêtes, faut vraiment pas se presser à les faire. Les combats sont assez durs en règle générale. En plus, tu peux généralement pas employer de renfort lorsque tu y participes, donc je dirais que se presser pour accomplir les quêtes est pas toujours la meilleure des idées. Booster ma croissance serait pas idiot là-dessus. Il y a un truc que j'aimerais voir au passage. Thorgrim, qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse pour te recruter? Il faut que je nettoie 8 grudges. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas des tonnes. Donc,
J'en ai déjà nettoyé un. La raison pour laquelle je regarde, c'est que les lords légendaires dans le jeu sont vraiment super puissants. Il faut les sortir très tôt si tu le peux. Donc toujours vérifier, quelle que soit la faction que vous jouez, euh, comment, avec quel objectif je débloque mon second lord légendaire. Surtout que l'un des gros avantages des lords légendaires, c'est que même s'ils se font tuer au combat, ils reviennent au bout d'un certain tour, vu qu'ils sont certain nombre de tours, pardon, vu qu'ils sont seulement blessés, ce qui est un avantage pas négligeable du tout sur les lords classiques, disons. Je pourrais construire une baraque ici, ce qui me permettrait de détruire celle-là. Ce qui me dérangerait que très peu. Meilleur placement, ce serait probablement Mont Squingord, mais bon. Fait avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on pourrait éventuellement avoir d'ici peu. Parfait. Question économie, on est bien. Question ordre public, on n'est pas grandiose, mais c'est un problème qui peut éventuellement se régler relativement vite. Karak est relativement bien défendu de base, donc je panique pas trop à l'idée de devoir coller une armée dessus, mais ce serait quand même prudent de devoir le faire. Ah, l'arbre de technologie des nains. Je viens de finir une campagne humaine, là, off-caméra, et je déteste l'arbre de technologie des humains. Donc avoir un bel arbre de technologie comme ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui savent pas, l'arbre de technologie des humains, en fait, t'as 3 recherches par bâtiment spécial, donc faut avoir 1 milliard de bâtiments pour avoir accès à toutes les recherches, ce qui est un peu casse-bonbon. Ouais, je vais rechercher les Missile Warriors en priorité, ça réduira le coût de leur recrutement, pardon, ce qui m'arrangera énormément sur le long terme. Karazakarak, pas grand chose d'autre à y faire pour l'instant. Je pourrais recruter un lord supplémentaire, mais je pense que c'est un peu tôt pour le faire. Est-ce que j'ai des bonnes relations avec qui que ce soit? On a une bonne relation avec Barakvar, ce qui est assez logique vu que ce sont nos alliés. On a une relation passable avec Zufbar. Malheureusement, je peux pas établir de route commerciale avec eux vu que je ne vois pas et que je n'ai pas accès à leur capitale. Cela étant dit, on pourrait leur faire signer un petit pacte de non-agression. Ce qui est toujours bon à prendre. Faut vraiment pas hésiter à faire usage de la diplomatie si vous jouez les nains ou si vous jouez l'Empire. Avec les vampires, tu peux également faire un petit peu de diplomatie, mais c'est plus limité avec le chaos évidemment. Faut oublier, et avec les orques, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Mais faut vraiment pas hésiter à en faire avec les nains et l'Empire. C'est vraiment un excellent moyen d'arriver à tes fins sans avoir à sacrifier des unités bêtement lorsque tu n'as pas besoin de le faire. À terme, j'essaierai probablement de m'aligner sur le plan diplomatique avec l'Empire, comme ça, ils vont probablement en fait s'occuper de tout ce qui se passe ici, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait le territoire des nains, les 2 points d'entrée principaux, il y en a un ici là, et un très beau goulot d'étranglement, et il y en a un qui est beaucoup plus haut dans les montagnes là-haut, je crois qu'il est là, voilà. Vous pouvez voir cette route qui est ici. Donc en gros, c'est un bon moyen si tu as de la bonne diplomatie. Il y en a également un ici, mais il est moins inquiétant en ce terme. Si tu as une bonne diplomatie avec l'Empire, ils vont se prendre la tête avec tout ce qui se passe là-haut. Et du coup, toi, tu peux, pendant ce temps-là, t'occuper de traiter avec ton problème immédiat, qui est évidemment les peaux vertes, sans avoir à trop te soucier de ce que les vampires ont envie de faire. À terme, évidemment, le chaos va commencer à débouler par là, mais d'ici là, j'espère qu'on aura les moyens de le recevoir. Alors, t'as encore gagné 2 niveaux, toi, ce qui est plutôt cool. Je pourrais te donner un point en Slayer, ce qui augmenterait tes dégâts. Je vais quand même lui mettre un point en Route Marcher. C'est vraiment un pouvoir que je trouve beaucoup de gens sous-estiment. Il est vraiment puissant, celui-là. Je pourrais également te prendre Maçon, mais... Le problème de ces pouvoirs-là, là, les pouvoirs qui baissent le coût de production dans ta province, c'est que c'est un pouvoir qui va être vachement utile en début de campagne et vachement moins utile en fin de campagne. Parce qu'en fin de campagne, soit tu vas avoir largement les moyens financiers de construire sans t'inquiéter d'une éventuelle réduction, soit ton armée avec ce lord va probablement être en territoire ennemi et ne pas pouvoir
réduire le moindre coût de production là où elle se trouve. Donc c'est quelque chose que j'aurais peut-être tendance à utiliser sur d'autres lords que sur celui-là. Le pouvoir dont je parlais tout à l'heure, Lightning Strike, c'est celui-là là, qui est vraiment cool. Le problème, c'est qu'avant de l'avoir, il faut que tu aies déjà investi au moins 6 points même dans cet arbre-là, puisqu'il faut 4 points dans cela, plus celui-là et celui-ci. C'est pas quelque chose que tu peux faire immédiatement, mais c'est quelque chose qui peut être très puissant sur le long terme. Plus 3 de puissance, plus 3% pardon, de puissance d'attaque contre les peaux vertes, ce serait relativement utile sur le moyen terme. On va vraiment affronter une grosse quantité de peaux vertes pendant très longtemps avec les nains. Ça va probablement prendre une centaine de tours au moins, voire plus, de se débarrasser des peaux vertes. Pas une mauvaise idée peut-être d'investir là-dessus. Et je pense que je vais commencer. Ouais, pour l'instant j'ai pas d'autres grudge à noter. Je pense que je vais commencer par booster sa puissance absolue au combat. Comme je le dis, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance des leaders légendaires dans ce jeu. En début de partie, je pense que tu peux un petit peu ignorer les talents qui sont un peu plus basés sur la survivabilité du point de vue de tes leaders, dans le sens où vraiment ils sont super balèzes en début de partie. Comparé, disons, aux ennemis qu'ils vont affronter, il va être relativement rare que tu te retrouves dans une situation où tu vas te dire ah, mon leader a pas assez de points de vie, généralement, lorsque tu démarres. Ça, c'est un peu tôt pour le construire. La mine, elle est en construction. Ça nous aiderait à avoir un petit peu plus d'ordre public, mais c'est pas vraiment ma plus grosse priorité à l'heure actuelle. Je pense qu'on va probablement se construire le bâtiment des fusiliers, ce qui me permettra de recruter relativement vite les Thunderers, qui sont parmi mes unités favorites du jeu. Donc je pense qu'on va investir là-dedans. Je pourrais repasser à l'offensive immédiatement, là, ce qui est osé, mais pas nécessairement stupide. Ou je pourrais prendre un temps de repos et recruter 3 unités de plus. Est-ce que j'ai réellement besoin de 3 unités de plus? Je ne pense pas, honnêtement. Alors eux, ils sont à mourir de rire également, les mineurs avec les Blasting Charge. Ils ont des espèces de pans de C4 qui balancent à la gueule des ennemis qui sont assez comiques. Je pense qu'on va repasser à l'offensive. Ouais. Pas une mauvaise idée, je pense. On va probablement perdre pas mal de troupes une fois de plus, mais bon. On est des nains, bordel, soyons un petit peu agressifs. Il va falloir que je fasse très attention à mes Slayers, cela dit, sur ce combat, parce qu'ils sont vraiment dans un sale état, là. Après, évidemment, je peux les perdre et les remplacer, hein, mais sous-estimez pas quand même l'influence de l'expérience dans ce jeu. Avoir une unité basique à très haute expérience est généralement plus valable que d'avoir une unité un peu moins basique qui vient fraîchement de sortir de son bâtiment de recrutement. C'est d'autant plus valable avec les nains d'ailleurs. Dans le sens où l'équipement de leurs unités basiques, surtout du point de vue des Longbeards par exemple, est vraiment assez valable sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment pas le genre de choses qu'il faut gâcher. Donc là, une fois de plus, on va se retrouver dans un combat avec des renforts, c'est-à-dire que de base, il a une armée franchement pourrie, là, j'allais dire un petit peu pourrie, mais soyons honnêtes, elle est franchement pourrie. Mais il a des renforts assez conséquents, beaucoup plus conséquents que notre armée, qui vont arriver relativement vite. Donc la bonne chose à faire dans cette situation serait d'essayer de charger un maximum son armée de base, de manière à, si possible, la zapper complètement du terrain avant que les renforts arrivent. Ce serait plutôt pas mal. Avec les mineurs, tu peux les déployer un petit peu en avance. C'est ce qu'ils appellent des unités... Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce pouvoir. Mais il y a également une unité de cavalerie que j'aime beaucoup chez les humains. Qui ont ce pouvoir, qui sont les Outriders. Que tu peux équiper avec des fusils ou des lance-grenades. Et ils sont plutôt cool à déployer très en avance. Parce que... c'est les unités de cavalerie qui servent principalement à harasser l'ennemi en fait. Et c'est un peu génial de pouvoir déployer juste devant la tronche d'un ennemi
quand ton rôle est de lui harasser la gueule. Parce que tu débarques juste devant lui, tu balances une charge de fusil ou de lance-grenade. Le lance-grenade est particulièrement nice contre les gens qui n'ont pas d'armure. Le fusil est évidemment meilleur contre les gens qui ont de l'armure. Et ensuite, tu te barres à toute vitesse et tu peux déjà infliger pas mal de dégâts, que ce soit d'un point de vue point de vie ou d'un point de vue moral de ce côté-là. Bon, ils ont une bonne position défensive là, ce qui m'arrange très peu parce qu'ils sont en hauteur. Du coup, je vais essayer de bouger probablement par ici là. Et essayer de maintenir un certain degré de hauteur moi aussi. Parce que ça m'arrange évidemment beaucoup d'être en hauteur du point de vue de mes unités à distance. Ils sont en train de défendre là, donc c'est assez logique. Ils jouent pas de manière super offensive. C'est stylé la super grande porte derrière et tout. Ils sont sympas les décors de Total War Warhammer. Le seul problème je trouve qu'il a ce jeu du point de vue des décors, c'est que quand t'es dans une région, tu vois un peu tout le temps les mêmes décors, disons. C'est surtout très sensible je trouve pour l'Empire en fait. Quand tu joues l'Empire, tu peux quasiment passer tout le jeu à voir que les mêmes décors à chaque coup que tu pars au combat, parce que tout simplement la région de l'Empire est pas ce qu'il y a de plus varié de ce côté-là. T'es pas nécessairement obligé d'en sortir pour gagner. Ok, il commence à passer à l'offensive. C'est de se placer relativement vite. Par relativement, je vais dire, la vitesse d'un nain, quand même. On va probablement avoir pas mal de pertes sur ce combat, donc va falloir faire gaffe, quand même. Va falloir faire très gaffe. Essayer de briser le moral des gobelins le plus vite possible m'arrangerait pas mal. Allez là-dessus. Toi, va distraire cela. Faire bague magique, elle a l'air plutôt drôle. Tiens, utilise-la. Ah oui, ça a l'air plutôt comique. Eux, ils chargent les arbalétriers, c'est pas nécessairement un gros problème. Comme je l'ai dit, nos unités à distance peuvent tout à fait se battre au corps à corps. Je pense qu'on va perdre nos Slayers sur ce combat, mais bon. Ce sont les aléas de la guerre, malheureusement. Restez là-haut. Restez là-haut et blastez la gueule à ces idiots. Et alors, leader qui vient se battre au corps à corps, c'est relativement surprenant pour un leader gobelin. Pas qu'il soit complètement nul, mais c'est généralement pas leur passion, disons, le combat au corps à corps. C'est cool d'avoir trouvé une bague qui a un pouvoir magique avec les nains, parce que les nains ont vraiment très peu d'accès à tout ce qui touche à la magie dans le jeu, donc... plutôt chouette de ce côté-là. Vous êtes en train de vous faire défoncer par un mec tout seul, les mecs, j'espère que vous en êtes conscients. Ok, il a un petit peu de renfort sur les côtés, mais... ouais, eux, ils vont vraiment pas apprécier ça d'un point de vue moral, ce qui m'arrange évidemment beaucoup. Par contre, leur leader gobelin, là, il m'inquiète un petit peu. On préférait qu'il reste derrière, en fait, mais... c'est pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On va probablement avoir quelques pertes assez significatives sur ce combat. Mais bon. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais, faut pas lâcher l'affaire de mes putains d'arbalétriers. Ok, on a réussi à faire s'enfuir leurs deux groupes là, ce qui est cool. Dire que je peux frapper sur le côté un petit peu. Et un petit peu de coup de main à mes potes. Yep, les gobelins sont en train de s'enfuir. C'est ça que j'adore quand j'affronte les greenskins, c'est que tu peux toujours compter sur les gobelins pour s'enfuir comme des merdes. C'est un peu leur grande passion dans la vie. Ils ont le moral le plus pourri du jeu. De ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Leurs unités vont revenir, là, comme je l'ai dit, c'est l'un des gros problèmes des nains de ce côté-là, c'est que
T'as pas d'unité de cavalerie qui peut aller blaster la gueule des unités qui sont en train de s'enfuir, mais ça me dérange que très peu. Là. Dérange que très peu, j'ai repris l'avantage. Repasser à distance, vous les gars. Joli petit bug graphique au passage ici, là. La classe. Ouh, on est en train de jouer au bowling avec des gobelins, là. Ça fait bien plaisir. Oh, mets-toi là, et pète la gueule à lui. De ton relatif bon état d'un point de vue moral et fatigue, les mecs. Je pourrais envoyer mes autres combattants au corps à corps dessus, là, mais j'essaie de les préserver dans le sens où j'ai pas envie de les perdre. C'est pour ça qu'ils font rien, eux, ici. Pas que j'ai oublié leur existence. C'est juste que... Dans l'absolu, je préfère garder toutes mes escouades, si je le peux, afin de non seulement les recharger au fur et à mesure des tours, mais également de conserver leur expérience. Ouais, on a perdu pas mal de monde, mine de rien, sur ce combat, mais bon, une fois de plus, on a perdu 100 personnes, ils ont perdu un petit peu plus de 350 personnes. On s'en tire pas trop mal. Cela dit, la comparaison est pas très intelligente. Comme je l'ai dit, les nains ont des unités beaucoup plus précieuses et généralement beaucoup moins nombreuses par détachement que les greenskins, qui ont généralement des groupes assez massifs, surtout du côté des gobelins, donc tu peux pas vraiment te dire j'ai perdu 3 fois de moins de monde qu'eux, donc je me suis bien démerdé. C'est pas nécessairement aussi simple que ça et aussi mathématique que ça, disons, dans le concept. Un peu dommage de pas avoir réussi à tuer leur leader, mais je m'attendais pas à pouvoir le faire. Je suis surpris qu'il soit aussi ambitieux sur le plan agressif, leur leader. Généralement, quand je joue orc perso, les leaders gobelins, je les garde en arrière tant qu'ils ont pas leur loup, en fait. Au bout d'un certain nombre de niveaux, tu peux leur acheter une monture qui est vraiment cool. Mais au début, je les trouve un petit peu trop fragiles pour les balancer dans la mêlée de ce côté-là. Surtout que les Greenskins ont vraiment deux excellents lords légendaires. Pas vraiment de raison. Pas vraiment de raison d'entrer dans la mêlée avec un gobelin de rien du tout. Et ils sont vraiment pas mal les lords gobelins chez les Greenskins. Ils ont accès à pas mal de pouvoirs magiques sur le long terme qui sont plutôt cool. Ouh, 300 $, c'est la teuf. Quand tu, Quand tu sors d'une partie qui était à la toute fin du jeu, comme moi, là, où j'ai gagné une partie Empire récemment, voir les quantités d'argent que je chope à la conquête d'une ville en début de partie est assez comique. Bon. En fin de partie avec l'Empire, quand je prenais une ville, c'était genre 17 000 pièces d'or. Ah bah oui, tiens, vas-y, écoute. Pourquoi pas. On a gagné une rune, ce qui est relativement cool. Ça fonctionne un peu comme les bannières, les runes, chez les nains. Et on a chopé la dernière partie de cette province, ce qui est chouette également. Alors faut faire gaffe parce que les peaux vertes peuvent utiliser l'Underway, qui est en fait un système de mouvement qui est réservé aux nains et aux peaux vertes, que voici, qui te permet en fait de passer sous les montagnes. Il faut faire attention, juste parce que je sais que là il y a un goulot d'étranglement, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas débarquer d'ici et sortir directement là, donc faut quand même que je sois un petit peu prudent là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles les nains sont pas aussi faciles à défendre en début de partie qu'ils peuvent le paraître. Notamment cette armée-là là, pourrait venir me causer des emmerdes relativement vite. Bien que sa composition, du moins de ce que j'en sais, ne m'inquiète pour l'instant que très peu. Alors, on a chopé... Ah bah ça me fait vraiment regretter d'avoir construit la baraque, ça, parce que je sais un peu jeter de l'argent par les fenêtres, mais bon, c'est pas grave. L'ordre public est en baisse, mais c'est parce que je viens de prendre une ville. On va balancer Masters of Steel and Stone, qui est probablement la meilleure choix pour le début de la partie.
Honnêtement, mon vieux, vu à quel point t'as peu de problèmes à péter la gueule à tout le monde à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, continuons à te donner de la puissance offensive. Je ne vois vraiment pas de raison de me priver. C'est pas mal, ça va réduire le coût de mes unités de Slayer, ce qui est chouette parce que c'est déjà un des pouvoirs passifs de ce Lord, si je me souviens bien. Ça devrait être plutôt valable sur le long terme, cela, bien que pour l'instant je peux pas vraiment en recruter des Slayers, mais sur le long terme ça pourrait être cool. Je pense qu'une fois qu'il restera qu'un tour sur le Siege Workshop, je vais probablement commencer à composer ma seconde armée. Parce que c'est pas une bonne idée de se baser sur une seule armée dans ce jeu. Vraiment pas du tout d'ailleurs. Sage-toi. Et toi en fast, mec. Les tours ils passent vraiment vite, je trouve, dans le jeu, c'est plutôt cool. Les temps de chargement, je les trouve quand même plus longs qu'ils étaient dans Attila. Je sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours ou si c'est vraiment le cas. Mais je les trouve indéniablement plus longs, mais... Du point de vue du passage des tours, c'est vraiment rapide et j'apprécie beaucoup. Investir dans de la croissance serait pas mal, hein, malgré le fait que je pourrais pas le porter à son taux de croissance maximum parce que cette ville ne sera jamais niveau 4. Ce sera un bon moyen de booster l'amélioration de ces deux villes-là et de celle-là aussi, hein, à terme. Que ça pourrait être plutôt cool. Je pourrais également investir sur l'argent, ce qui est évidemment toujours une bonne idée. Mais la croissance me permettra de pouvoir réinvestir sur l'argent plus vite, alors que si je le fais dans l'ordre inverse, ce sera pas nécessairement le cas. Ragvar a dégagé, a déclaré, pardon, une guerre contre la faction des Greenskins, ce qui est vraiment pas étonnant. Tiens, ben, comme prévu, lui il est en train de débarquer à un endroit où je préférais qu'il évite de débarquer. Ce qui m'arrange pas des tonnes. Donc lui il a utilisé l'Underwell pour passer sous les montagnes. S'il attaque Karazakarak, il y a très peu de chances qu'il le prenne là. Parce que Karazakarak est relativement bien défendu. euh, grâce à son niveau de ville. Le problème c'est que Pillars of Grungay par contre est vraiment pas super bien défendu. Donc de ce côté-là j'aurais peut-être tendance à vouloir déplacer mon armée dans cette direction. De manière à défendre un petit peu mieux. Dommage parce qu'à genre 3 mm près là je pouvais l'attaquer mais ça me manquait les points de d'action suffisants, ce qui est un peu dommage. Parce qu'en plus quand t'es dans l'Underwet t'es vachement sensible aux attaques. Donc ça peut être super intéressant de les choper parce que tu peux pas partir en retraite dans l'Underwest, qui est plutôt cool. Je vais recruter un second lord. Là. Alors nous avons Durak Grundadrak, et bien décidément dis donc, tu sors ça au Scrabble mon vieux, qui a Self-Defense, qui est pas mal du tout comme pouvoir. Nous avons Tungni Dragon Slayer, qui se la raconte un peu dans son nom, qui est irrésolute, ça le rend plus rapide, mais fait coûter les bâtiments plus chers. Et nous avons Yadri Oathkeeper, qui booste l'ordre de la province dans laquelle il se trouve. Je pense que je vais prendre Yadri Oathkeeper. J'aime bien Intelligent aussi, parce que les agents sont... Enfin, les héros, comme ils s'appellent dans celui-là. Techniquement, c'est la même chose que les agents des Total War de base. Les agents sont vraiment très puissants dans, dans Total War Warhammer. Il dit pouvoir booster l'ordre public est également très puissant. Je vais quand même prendre celui-là. Et son nom, il est plus rigolo. Un Durak. On va te recruter 2 Dwarf Warriors et un mineur pour l'instant. Pas vraiment de raison d'en recruter plus que ça dans l'absolu. Quoique je pourrais recruter un deuxième groupe de mineurs, mais honnêtement ça va pas servir à grand chose. Donc je pense que je vais me contenter de ça à l'heure actuelle. Alors, ils vont tous arriver au tour 1, donc l'ordre dans lequel je les recrute n'a aucune importance. Au passage, toi, vu que tu fais une pause ici, je peux également me permettre de recruter un petit groupe de plus. J'ai pas vraiment besoin des mineurs davantage pour l'instant. Les mineurs, ils sont cool parce que en fait, leur arme perce l'armure, ce qui est vraiment cool à ce niveau-là. Et leur arme est également très puissante contre les portes, ce qui est cool quand tu fais des attaques de siège. À ce stade de la partie, je pense que les warriors sont plus valables pour moi.
Ils ont plus d'armure, ils ont un bouclier. Malgré le fait que leur arme passe pas à travers l'armure, elle fait techniquement plus de dégâts. Donc voilà pour ce premier petit détour par Total War Warhammer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Laissez-moi évidemment savoir dans les commentaires ce que vous pensez d'une éventuelle série régulière sur ce jeu. Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui peut avoir des phases avides, disons, pendant lesquelles tu ramasses tes dents par terre après une grosse baston, où tu es en train de recruter et tu fais pas grand-chose d'autre. Donc c'est pas nécessairement ce qui est le plus intense à regarder, j'imagine. Mais laissez-moi savoir, évidemment, si ça vous intéresse ou pas d'avoir un suivi continu là-dessus, parce que personnellement, ça me dérange pas du tout d'y jouer plus. Hein, j'ai prévu de le faire de toute façon, dans l'absolu. Donc voilà. Ciao tout le monde. Et les humains qui ont ce pouvoir, qui sont les Outriders, que tu peux équiper avec des fusils ou des lance-grenades. Et ils sont plutôt cool à déployer très en avance, parce que c'est les unités de cavalerie qui servent principalement à harasser l'ennemi en fait. Et c'est un peu génial de pouvoir déployer juste devant la tronche d'un ennemi quand ton rôle est de lui harasser la gueule. Parce que tu débarques juste devant lui, tu balances une charge de fusil ou de lance-grenade. Le lance-grenade est particulièrement nice contre les gens qui n'ont pas d'armure. Le fusil est évidemment meilleur contre les gens qui ont de l'armure. Et ensuite, tu te barres à toute vitesse et tu peux déjà infliger pas mal de dégâts, que ce soit d'un point de vue point de vie ou d'un point de vue moral de ce côté-là. Bon, ils ont une bonne position défensive là, ce qui m'arrange très peu parce qu'ils sont en hauteur. Du coup, je vais essayer de bouger probablement par ici là. Et essayer de maintenir un certain degré de hauteur moi aussi. Parce que ça m'arrange évidemment beaucoup d'être en hauteur du point de vue de mes unités à distance. Ils sont en train de défendre là, donc c'est assez logique. Ils jouent pas de manière super offensive. C'est stylé la super grande porte derrière et tout. Ils sont sympas les décors de Total War Warhammer. Le seul problème je trouve qu'il a ce jeu du point de vue des décors, c'est que quand t'es dans une région, tu vois un peu tout le temps les mêmes décors, disons. C'est surtout très sensible je trouve pour l'Empire en fait. Quand tu joues l'Empire, tu peux quasiment passer tout le jeu à voir que les mêmes décors à chaque coup que tu pars au combat, parce que tout simplement la région de l'Empire est pas ce qu'il y a de plus varié de ce côté-là. T'es pas nécessairement obligé d'en sortir pour gagner. Ok, il commence à passer à l'offensive. C'est de se placer relativement vite. Par relativement, je vais dire, la vitesse d'un nain, quand même. On va probablement avoir pas mal de pertes sur ce combat, donc va falloir faire gaffe, quand même. Va falloir faire très gaffe. Essayer de briser le moral des gobelins le plus vite possible m'arrangerait pas mal. Allez là-dessus. Toi, va distraire cela. Faire bague magique, elle a l'air plutôt drôle. Tiens, utilise-la. Ah oui, ça a l'air plutôt comique. Eux, ils chargent les arbalètes rayées, c'est pas nécessairement un gros problème. Comme je l'ai dit, nos unités à distance peuvent tout à fait se battre au corps à corps. Je pense qu'on va perdre nos Slayers sur ce combat, mais bon. Ce sont les aléas de la guerre, malheureusement. Restez là-haut. Restez là-haut et blastez la gueule à ces idiots. Et leur leader qui vient se battre au corps à corps, c'est relativement surprenant pour un leader gobelin. Pas qu'il soit complètement nul, mais c'est généralement pas leur passion, disons, le combat au corps à corps. C'est cool d'avoir trouvé une bague qui a un pouvoir magique avec les nains, parce que les nains ont vraiment très peu d'accès à tout ce qui touche à la magie dans le jeu, donc... plutôt chouette de ce côté-là. Vous êtes en train de vous faire défoncer par un mec tout seul, les mecs, j'espère que vous en êtes conscients. Ok, il a un petit peu de renfort sur les côtés, mais... ouais, eux, ils vont vraiment pas apprécier ça d'un point de vue moral, ce qui m'arrange évidemment beaucoup.
Contre leur leader gobelin, là, il m'inquiète un petit peu. On préférait qu'il reste derrière, en fait, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On va probablement avoir quelques pertes assez significatives sur ce combat. Mais bon. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Pas lâcher l'affaire de mes putains d'arbalétriers. Ok, on a réussi à faire s'enfuir leur deux groupes là, ce qui est cool. Dire que je peux frapper sur le côté un petit peu. Et un petit peu de coup de main à mes potes. Yep, les gobelins sont en train de s'enfuir. C'est ça que j'adore quand j'affronte les greenskins, c'est que tu peux toujours compter sur les gobelins pour s'enfuir comme des merdes. C'est un peu leur grande passion dans la vie. Ils ont le moral le plus pourri du jeu. De ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Leurs unités vont revenir, là, comme je l'ai dit, c'est l'un des gros problèmes des nains de ce côté-là, c'est que t'as pas d'unité de cavalerie qui peut aller blaster la gueule des unités qui sont en train de s'enfuir, mais ça me dérange que très peu. Là. Dérange que très peu, j'ai repris l'avantage. Repasser à distance, vous les gars. Joli petit bug graphique au passage ici, là. La classe. On est en train de jouer au bowling avec des gobelins, là. Ça fait bien plaisir. Oh, mets-toi là, et pète la gueule à lui. De ton relatif bon état d'un point de vue moral et fatigue, les mecs. Je pourrais envoyer mes autres combattants au corps à corps dessus, là, mais j'essaie de les préserver dans le sens où j'ai pas envie de les perdre. C'est pour ça qu'ils font rien, eux, ici. Pas que j'ai oublié leur existence. C'est juste que... Dans l'absolu, je préfère garder toutes mes escouades, si je le peux, afin de non seulement les recharger au fur et à mesure des tours, mais également de conserver leur expérience. Ouais, on a perdu pas mal de monde, mine de rien, sur ce combat, mais bon, une fois de plus, on a perdu 100 personnes, ils ont perdu un petit peu plus de 350 personnes. On s'en tire pas trop mal. Cela dit, la comparaison est pas très intelligente. Comme je l'ai dit, les nains ont des unités beaucoup plus précieuses et généralement beaucoup moins nombreuses par détachement que les greenskins, qui ont généralement des groupes assez massifs, hein, surtout du côté des gobelins, donc tu peux pas vraiment te dire j'ai perdu 3 fois de moins de monde qu'eux, donc je me suis bien démerdé. C'est pas nécessairement aussi simple que ça et aussi mathématique que ça, disons, dans le concept. Un peu dommage de pas avoir réussi à tuer leur leader, mais je m'attendais pas à pouvoir le faire. Je suis surpris qu'ils soient aussi ambitieux sur le plan agressif, leur leader. Généralement, quand je joue orc perso, les leaders gobelins, je les garde en arrière tant qu'ils ont pas leur loup, en fait. Au bout d'un certain nombre de niveaux, tu peux leur acheter une monture qui est vraiment cool. Mais au début, je les trouve un petit peu trop fragiles pour les balancer dans la mêlée de ce côté-là. Surtout que les Greenskins ont vraiment deux excellents lords légendaires. Pas vraiment de raison. Pas vraiment de raison d'entrer dans la mêlée avec un gobelin de rien du tout. Et ils sont vraiment pas mal les lords gobelins chez les Greenskins. Ils ont accès à pas mal de pouvoirs magiques sur le long terme qui sont plutôt cool. Ouh, 300 $, c'est la teuf. Quand tu, sors... Quand tu sors d'une partie qui était à la toute fin du jeu, comme moi, là, où j'ai gagné. Le classement, ce serait probablement Mount Squingard, mais bon. On fait avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on pourrait éventuellement avoir d'ici peu. Parfait. Question économie, on est bien. Question ordre public, on n'est pas grandiose, mais c'est un problème qui peut éventuellement se régler relativement vite.
Karazakarak est relativement bien défendu de base, donc je panique pas trop à l'idée de devoir coller une armée dessus, mais ce serait quand même prudent de devoir le faire. Ah, l'arbre de technologie des nains. Je viens de finir une campagne humaine, là, off-caméra, et je déteste l'arbre de technologie des humains. Donc avoir un bel arbre de technologie comme ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui savent pas, l'arbre de technologie des humains, en fait, t'as 3 recherches par bâtiment spécial, donc faut avoir 1 milliard de bâtiments pour avoir accès à toutes les recherches, ce qui est un peu casse-bonbon. Ouais, je vais rechercher les Missile Warriors en priorité, ça réduira le coût de leur recrutement, pardon, ce qui mangera énormément sur le long terme. Karazakarak, pas grand chose d'autre à y faire pour l'instant. Je pourrais recruter un lord supplémentaire, mais je pense que c'est un peu tôt pour le faire. Est-ce que j'ai des bonnes relations avec qui que ce soit? On a une bonne relation avec Barakvar, ce qui est assez logique vu que ce sont nos alliés. On a une relation passable avec Zufbar. Malheureusement, je peux pas établir de route commerciale avec eux vu que je ne vois pas et que je n'ai pas accès à leur capitale. Cela étant dit, on pourrait leur faire signer un petit pacte de non-agression. Ce qui est toujours bon à prendre. Faut vraiment pas hésiter à faire usage de la diplomatie si vous jouez les nains ou si vous jouez l'Empire. Avec les vampires, tu peux également faire un petit peu de diplomatie, mais c'est plus limité avec le chaos évidemment. Faut oublier, et avec les orques, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Mais faut vraiment pas hésiter à en faire avec, avec les nains et l'Empire. C'est vraiment un excellent moyen d'arriver à tes fins sans avoir à sacrifier des unités bêtement lorsque tu n'as pas besoin de le faire. À terme, j'essaierai probablement de m'aligner sur le plan diplomatique avec l'Empire, comme ça, ils vont probablement en fait s'occuper de tout ce qui se passe ici, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait le territoire des nains, les 2 points d'entrée principaux, il y en a un ici là, et un très beau goulot d'étranglement, et il y en a un qui est beaucoup plus haut dans les montagnes là-haut, je crois qu'il est là, voilà. Vous pouvez voir cette route qui est ici. Donc en gros, c'est un bon moyen si tu as de la bonne diplomatie. Il y en a également un ici, mais il est moins inquiétant en ce terme. Si tu as une bonne diplomatie avec l'Empire, ils vont se prendre la tête avec tout ce qui se passe là-haut. Et du coup, toi, tu peux, pendant ce temps-là, t'occuper de traiter avec ton problème immédiat, qui est évidemment les peaux vertes, sans avoir à trop de soucier de ce que les vampires ont envie de faire. À terme, évidemment, le chaos va commencer à débouler par là, mais d'ici là, j'espère qu'on aura les moyens de le recevoir. Alors, t'as encore gagné 2 niveaux, toi, ce qui est plutôt cool. Je pourrais te donner un point en Slayer, ce qui augmenterait tes dégâts. Je vais quand même lui mettre un point en Route Marcher. C'est vraiment un pouvoir que je trouve beaucoup de gens sous-estiment. Il est vraiment puissant, celui-là. Je pourrais également te prendre Maçon, mais... Le problème de ces pouvoirs-là, là, les pouvoirs qui baissent le coût de production dans ta province, c'est que c'est un pouvoir qui va être vachement utile en début de campagne et vachement moins utile en fin de campagne. Parce qu'en fin de campagne, soit tu vas avoir largement les moyens financiers de construire sans t'inquiéter d'une éventuelle réduction, soit ton armée avec ce lord va probablement être en territoire ennemi et ne pas pouvoir réduire le moindre coût de production là où elle se trouve. Donc c'est quelque chose que j'aurais peut-être tendance à utiliser sur d'autres lords que sur celui-là. Le pouvoir dont je parlais tout à l'heure, Lightning Strike, c'est celui-là là, qui est vraiment cool. Le problème, c'est qu'avant de l'avoir, il faut que tu aies déjà investi au moins 6 points même dans cet arbre-là, puisqu'il faut 4 points dans cela, plus celui-là et celui-ci. C'est pas quelque chose que tu peux faire immédiatement, mais c'est quelque chose qui peut être très puissant sur le long terme. Plus 3 de puissance, plus 3% pardon, de puissance d'attaque contre les peaux vertes, ce serait relativement utile sur le moyen terme. On va vraiment affronter une grosse quantité de peaux vertes pendant très longtemps avec les nains. Ça va probablement prendre une centaine de tours au moins, voire plus, de se débarrasser des peaux vertes. Pas une mauvaise idée peut-être d'investir là-dessus. Et je pense que je vais commencer. Ouais, pour l'instant j'ai pas d'autres grudge à noter. Je pense que je vais commencer par booster sa puissance absolue au combat.
Comme je dis, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance des leaders légendaires dans ce jeu. En début de partie, je pense que tu peux un petit peu ignorer les talents qui sont un peu plus basés sur la survivabilité du point de vue de tes leaders, dans le sens où vraiment ils sont super balèzes en début de partie. Comparé, disons, aux ennemis qu'ils vont affronter, il va être relativement rare que tu te retrouves dans une situation où tu vas te dire ah, mon leader a pas assez de points de vie, généralement, lorsque tu démarres. Ça, c'est un peu tôt pour le construire. La mine, elle est en construction. Ça nous aiderait à avoir un petit peu plus d'ordre public, mais c'est pas vraiment ma plus grosse priorité à l'heure actuelle. Je pense qu'on va probablement se construire le bâtiment des fusiliers, ce qui me permettra de recruter relativement vite les Thunderers, qui sont parmi mes unités favorites du jeu. Donc je pense qu'on va investir là-dedans. Je pourrais repasser à l'offensive immédiatement, là, ce qui est osé, mais pas nécessairement stupide. Ou je pourrais prendre un temps de repos et recruter 3 unités de plus. Est-ce que j'ai réellement besoin de 3 unités de plus? Je ne pense pas, honnêtement. Alors eux, ils sont à mourir de rire également, les mineurs avec les blasting charges. Dans les espèces de ponts de C4 qui balancent à la gueule des ennemis qui sont assez comiques. Je pense qu'on va repasser à l'offensive. Ouais. Pas une mauvaise idée, je pense. On va probablement perdre pas mal de troupes une fois de plus, mais bon. On est des nains, bordel, soyons un petit peu agressifs. Il va falloir que je fasse très attention à mes Slayers, cela dit, sur ce combat, parce qu'ils sont vraiment dans un sale état, là. Après, évidemment, je peux les perdre et les remplacer, hein, mais sous-estimez pas quand même l'influence de l'expérience dans ce jeu. Avoir une unité basique à très haute expérience est généralement plus valable que d'avoir une unité un peu moins basique qui vient fraîchement de sortir de son bâtiment de recrutement. C'est d'autant plus valable avec les nains d'ailleurs. Dans le sens où l'équipement de leurs unités basiques, surtout du point de vue des Longbeards par exemple, est vraiment assez valable sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment pas le genre de choses qu'il faut gâcher. Donc là, une fois de plus, on va se retrouver dans un combat avec des renforts, c'est-à-dire que de base, il a une armée franchement pourrie, là, j'allais dire un petit peu pourrie, mais soyons honnêtes, elle est franchement pourrie. Mais il a des renforts assez conséquents, beaucoup plus conséquents que notre armée, qui vont arriver relativement vite. Donc la bonne chose à faire dans cette situation serait d'essayer de charger un maximum son armée de base, de manière à, si possible, la zapper complètement du terrain avant que les renforts arrivent. Ce serait plutôt pas mal. Avec les mineurs, tu peux les déployer un petit peu en avance. C'est ce qu'ils appellent des unités... Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce pouvoir. Mais il y a également une unité de cavalerie que j'aime beaucoup chez son collègue, ce qui est vraiment pas stupide de sa part. L'intelligence artificielle de combat, elle joue vraiment mieux que par le passé, je trouve, sur Total War Warhammer. Ce qui est évidemment très cool. Reste pas là, Billy, tu vas gêner leur tir. J'aime beaucoup les autres qui font la teuf devant pendant ce temps-là. Alors commence à débarquer, il va falloir être prudent. Cela dit, si j'arrive à bien briser cette force-là avant que les renforts arrivent, je serai plutôt content. Ouais, ils sont déjà brisés, eux, ce qui est une excellente chose. Ok. Ils ont retrouvé leur renfort, donc ils sont en train de repasser à l'offensive. On va faire opérer une rotation de notre formation. Et garder la même méthode de combat. Tes unités à distance, elles sont pas trop inquiétantes, là, je dois dire. Oh, voulez-vous battre contre le leader, les gars, faites-vous plaisir. Hein. Il va vous dévorer au petit-déj. Ça va être assez comique. Je te voudrais là, mon vieux, si tu vois pas d'inconvénient. Je te voudrais genre ici.
Alors, faut que je fasse gaffe à mes Slayers, parce que j'ai quand même de bonnes chances de les perdre sur ce combat, vu qu'ils ont quand même pris plus de dégâts que je l'aurais souhaité sur le premier engagement, disons. Et... on va perdre. Mon leader est en train de faire de la purée de leur tronche, hein, ce qui est un petit peu l'objectif dans l'absolu. Ça, c'est des unités de gobelins, ils vont probablement se briser avant la fin du combat, donc ça m'inquiète très peu. Ils sont pas nécessairement complètement inutiles, hein, les gobelins chez les orques. Hein. N'allez pas croire ça, mais dans la situation présente, contre des unités beaucoup plus puissantes, ils ont quand même peu de chances de trop s'en sortir. Je fasse gaffe. Les unités au corps à corps, là, sont en train de morfler. Pas besoin de renfort sur les côtés, les amis. Et pas besoin d'être autant pour buter des gobelins, non? Si, toi, reviens là. Les Slayers qui partent comme une vague sur la gueule des autres, là, c'est pas vraiment nécessaire, les mecs. Et faites gaffe quand même, là, on est en train de se faire un peu défoncer par leurs deux groupes de Orc Boys, là. Ouais, je vais prendre quand même pas mal de dégâts sur ce petit engagement. Je le savais parce que c'était pas très intelligent de repasser directement à l'assaut juste derrière le premier combat, mais bon. On va avoir pris pas mal de dégâts là-dessus. Jamais oublier de dire aux Slayers de se replier, ils le feront jamais eux-mêmes, donc faites gaffe à ça. Ils se battent jusqu'à la mort, ils en ont rien, Nasque, ouais. Si jamais vous voulez les conserver, ce qui est plutôt malin en règle générale, méfiez-vous. Ok, ça sent bon la victoire, ça les mecs. Les Thunderers, je dois avouer que je les kiffe. On va aller dire bonjour à leurs gobelins qui sont là-haut, et ça devrait suffire à s'en sortir. Bon, on a pris quelques claques dans la tronche, ce qui est pas idéal, mais c'est quand même une bonne victoire. Ah, j'ai perdu 131 personnes, ils ont perdu plus de 450 unités, je pense qu'on peut très bien s'en sortir là-dessus. C'est pas vraiment regrettable comme victoire, mais c'est quand même un petit peu plus coûteux que ce que j'aurais pu aimer. Mais vraiment, là, c'était une bonne illustration de la stratégie de base que tu dois avoir avec les nains, surtout quand tu avais une position aussi glorieuse que celle que j'avais là en début de ce combat avec la petite colline qui était un petit peu idéalement placée. Tu te colles en hauteur, tu utilises tes fusils en laissant tes combattants au corps à corps se reposer. Et dès que les mecs commencent à te charger, t'absorbes la charge avec tes combattants solides. Et pendant ce temps-là, tu mets tes tireurs sur le côté pour les massacrer sur le flanc. Et tu utilises tes slayers. En fait, les slayers chez les nains, faut quasiment les considérer comme de la cavalerie, en fait. Ils sont clairement pas aussi rapides hein, que de la cavalerie, soyons tout à fait réalistes hein, de ce côté-là. Ils sont même pas aussi rapides que la plupart des unités d'infanterie des autres factions. Mais c'est vraiment une force de frappe avec laquelle tu peux faire une bonne charge pour choquer sur le côté. Faut faire attention à pas trop charger les archers, par contre, je trouve, avec les Slayers. Ils ont tendance à quand même prendre pas mal de tirs dans la tronche en attendant d'arriver vers leur cible. Ce qui est pas idéal vu leur armure inexistante, disons. Bon, cela dit, c'est une fois de plus une excellente victoire, ça. Avec 98 $ dans les poches, mec, tu me déçois. J'ai mis un niveau en plus, c'est une excellente nouvelle. Merci pour la vie, les mecs. Je vais la faire automatiquement, celle-là, elle a pas grand intérêt. Je veux dire, je vais leur massacrer la gueule, donc... je vois pas trop l'intérêt, disons. 36 $. Ouh, et on a gagné une... Dis donc, j'ai du bol du point de vue des objets aujourd'hui. On va occuper.
Je veux dire, je pourrais saquer la ville, mais honnêtement, le gain monétaire est pas suffisant pour que ce soit intéressant. Dans le jeu, cela dit, saquer les villes est vraiment très important dans Total War Warhammer, ce qui est pas vraiment étonnant vu la franchise, mais c'est vraiment un excellent moyen de renforcer ton économie de ce côté-là. TG le conseiller, personne t'a demandé ton avis, mon vieux. Ok. On a débloqué une quête également. Où la quête? Là, la quête. Les quêtes, faut vraiment pas se presser à les faire. Les combats sont assez durs en règle générale. En plus, tu peux généralement pas employer de renfort lorsque tu y participes, donc je dirais que se presser pour accomplir les quêtes est pas toujours la meilleure des idées. Booster ma croissance serait pas idiot là-dessus. Il y a un truc que j'aimerais voir au passage. Thorgrim, qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse pour te recruter? Il faut que je nettoie 8 grudges. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas des tonnes. Donc, j'en ai déjà nettoyé un. La raison pour laquelle je regarde, c'est que les lords légendaires dans le jeu sont vraiment super puissants. Il faut les sortir très tôt si tu le peux. Donc, toujours vérifier, quelle que soit la faction que vous jouez, euh, comment, avec quel objectif je débloque mon second lord légendaire. Surtout que l'un des gros avantages des lords légendaires, c'est que même s'ils se font tuer au combat, ils reviennent au bout d'un certain tour, vu qu'ils sont certain nombre de tours, pardon, vu qu'ils sont seulement blessés, ce qui est un avantage pas négligeable du tout sur les lords classiques, disons. Je pourrais construire une baraque ici, ce qui me permettrait de détruire celle-là, ce qui me dérangerait que très peu. Meilleur plan, les orques. Quoique les orques ont un bon moral, c'est surtout les gobelins qui ont un moral de merde. Et à ce stade du jeu, t'es plutôt chargé niveau gobelin. Et ça, c'est ces archers gobelins. Et à côté, c'est ces Boys. Fort bien, vous avez été frappé sur le côté, un truc de malade par les Slayers qui se font plaisir. Alors les Slayers, faut faire gaffe à comment tu les utilises par contre, parce que, tiens, il y a leur Lord qui vient de se faire buter, c'est cool. Faut faire gaffe à comment tu les utilises, parce que vraiment, comparé aux autres unités d'infanterie des nains, ils sont super fragiles. Alors ça veut pas dire que dans l'absolu, ils sont super fragiles, mais c'est surtout comparé à leurs collègues qui sont fragiles. Et du coup, faut faire gaffe quand même à pas les utiliser d'une manière aussi brutal qu'on peut le faire avec les autres unités de corps à corps. Parce que là, je sais pas si vous pouvez voir, mais les Slayers, je les ai utilisés en tant que force de frappe. Donc ils n'ont pas reçu la charge, et pour eux, pourtant c'est quand même eux qui ont pris le plus de dégâts par rapport aux Longbeards et aux Warriors. Faut vraiment faire attention de ce côté-là. Les Slayers, ils sont certes très puissants parce qu'ils font vraiment très mal, mais il faut quand même faire gaffe à les chouchouter peut-être un petit peu plus qu'on peut le faire avec les unités de corps à corps de base. Alors, une des faiblesses des nains au combat, qu'on n'a pas beaucoup pu voir sur ce combat-là, mais qui est tout à fait importante à prendre en compte, les nains sont très lents. Les nains ont pas de cavalerie, à moins de considérer que les gyrocoptères sont une cavalerie volante, ce que j'hésiterais franchement à faire. Du coup, l'un des gros problèmes que tu vas avoir avec les nains, c'est que les unités vont venir se briser sur toi. Tu vas leur péter la gueule, elles vont s'enfuir. Puis elles vont rattraper leur morale au bout d'un moment, et elles vont revenir se briser sur toi, et ainsi de suite. Et tu peux pas vraiment faire ce que tu auras généralement tendance à faire avec les autres factions, qui est de poursuivre avec une unité de cavalerie par exemple, ou une unité à distance, ou peu importe quel truc qui peut attaquer une unité qui est en train de s'enfuir, et de continuer à les suivre et à les flinguer ou à les forcer à vraiment s'échapper du champ de bataille. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à faire avec les nains de ce côté-là. On cela dit, là, on s'est vraiment bien démerdé. Il avait plus d'unités déployées sur le champ de bataille que moi, ce qui est pas vraiment étonnant, parce que c'est un orc que je suis un nain. Et on a perdu que 60 personnes, comparé à lui qui en a perdu 177. Je pense qu'on s'en tire pas trop mal du tout là-dessus. Eh bien, tu remets un temps, mon cher chargement de fin de partie. Pourtant, habituellement, tu es relativement vif. C'est un petit peu curieux. Victoire décisive.
On a gagné 282 $ au passage. On peut relâcher les captifs. Ouh, on a même chopé une armure. Ça, oh, c'est une armure rare en plus. Putain, ça c'est un coup de balle par contre. On peut relâcher les captifs et j'ai envie de dire lol. Et on peut exécuter les captifs. J'ai envie de dire qu'on va exécuter les captifs. Ok, on a rempli une première mission, ce qui nous donne un petit peu de thunes, ce qui est cool. C'est vraiment chouette d'avoir chopé cette armure à bas niveau, là. C'est vraiment rare de choper une armure rare, justement, à aussi bas niveau. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Elle va me donner plus 8 d'armure, ce qui est vraiment pas négligeable pour notre leader, qui est pas nécessairement, justement, le leader le plus solide que t'as chez les nains. Plus 4 de défense au corps à corps, donc moins de chances de se faire toucher, et plus de résistance aux dégâts, ce qui est vraiment très très chouette. Oui, c'est une excellente armure, tout ça. Alors, on a également chopé un point de skill. Plusieurs choses que je pourrais faire avec ça. La question c'est, est-ce que j'oriente mon leader en tant que combattant direct, ce qui honnêtement est très tentant avec lui parce qu'il est vraiment cool de ce côté-là, ou est-ce que je l'oriente un petit peu plus que question management? C'est une bonne question. Je pense que je vais déjà lui donner l'armure de plate complète, ce qui lui boostera un petit peu sa survivabilité, ce qui est évidemment un excellent moyen de gagner de l'XP sur le long terme, ce qui est vraiment très valable. Je prendrais probablement Route Marcher à terme, je l'aime bien ce pouvoir, il te donne plus 10% de portée sur tes mouvements, ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Alors, à Karazakarak, on va commencer par faire la mine de diamants, parce que c'est un peu une source de thunes absolument incroyable. Je vais pas améliorer les baraques, parce qu'à terme, je vais probablement pas les garder, en fait. La raison pour laquelle je vais probablement pas les garder, c'est que dans Total War Warhammer, seules les capitales de province peuvent monter jusqu'au niveau 5, donc avoir des bâtiments de niveau 5. Donc là, vous pouvez voir bâtiments de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et du coup, garder les barracks dans une capitale de province qui peut monter jusqu'au niveau 5, là, n'a pas grand sens, vu que c'est un bâtiment qui va jusqu'au niveau 3 uniquement. Les villes secondaires de province peuvent monter jusqu'au niveau 3. Donc à terme, j'aurais plutôt intérêt en fait à construire une baraque dans une de mes villes secondaires, vu que de toute façon le jeu fonctionne par province. Donc où que je me trouve dans la province, je peux utiliser les bâtiments qui sont dans toute la province, quelle que soit la ville. Donc à terme, je remplacerai probablement ça par un autre bâtiment qui est peut-être un petit peu plus exigeant de ce côté-là, du style leur bâtiment d'artillerie, je crois, est relativement au niveau de ce point de vue. Je pourrais essayer de reprendre les Pillars of Grungay, là, ce qui serait pas nécessairement stupide. Le problème, c'est qu'il a peut-être une garrison, ce qui pourrait me repousser un poil, mais je pense qu'on va quand même tenter le délire. Ah oh, ça a l'air tout à fait prenable, ça encore, mon vieux. Il y a des renforts, mais ça a l'air tout à fait prenable. Tiens, d'ailleurs, les renforts, c'est une autre raison pour lesquelles j'aime vraiment développer certains de mes héros en soutien plutôt qu'en combat direct, parce que l'aptitude Lightning Strike est tellement puissante dans ce jeu, c'est un truc de malade. Lightning Strike, en gros, ça veut dire que si tu arrives dans un combat dans lequel ton ennemi est censé recevoir des renforts, donc en gros il est à portée d'une de ses villes, ou à portée d'une autre de ses armées, comme par exemple ici, vous pouvez voir, il va recevoir les renforts de 540 de ses alliés, là. Tu peux en fait bloquer complètement ça avec Lightning Strike, et c'est super valable. Surtout en fin de partie contre le chaos, qui a tendance à se déplacer en essaim, pour ne pas dire en troupeau, c'est vraiment extrêmement puissant comme pouvoir. Alors c'est un pouvoir qui demande pas mal d'investissement dans l'arbre bleu, n'est-ce pas, de développement du personnage, mais c'est un pouvoir que je trouve très très valable. Alors, les renforts, ils vont nous arriver droit dans le fion, ce qui est pas un endroit où tu as envie de te prendre les renforts. De bon matin. On change pas une recette qui marche, hein, donc on va garder la même stratégie que tout à l'heure. Cela étant dit, la présence des renforts dans mon fion m'arrange quand même beaucoup moins. Donc on va bouger de manière un petit peu plus vive cette fois-ci. Et notre adversaire va probablement en faire de même dans le sens où il sait qu'il a des renforts qui arrivent derrière. Les renforts derrière en plus sont frais, donc ils sortent pas d'une bataille comme nous deux là. Ce qui va probablement les arranger pas mal. Bon. Tant qu'ils arrivent, j'aurai peut-être l'occasion de causer pas mal de dégâts sur son armée principale. Bon, je fasse attention à mes Slayers, ils sont pas en super bon état suite au combat précédent.
Ah, tirez-nous dessus avec vos arcs à 2 francs, les mecs. Je vais vous montrer la puissance de l'ingénierie naine. Et vous allez comprendre votre erreur. Ah, vous avez vu, nous, nos arcs, en fait, c'est des fusils. Ils sont pas mal, hein. On est en hauteur, en plus, les gars, donc faites-vous plaisir. Restez là. Ça me dérange très peu. Ça, c'est vraiment la stratégie naine par excellente. C'est... on est en hauteur, on a nos flingues. Tu veux venir te battre, passe à travers le mur, mec, fais-toi plaisir. C'est vraiment pas un souci du tout pour nous. Ouais, il essaye de rejoindre les forces avec... Bonjour les gens et bienvenue aux portes de Karaz à Karak, alors que nous nous préparons à repousser l'envahisseur peau verte dans une nouvelle campagne de Total War Warhammer. Je ne sais pas vraiment quelle ambition, quelle forme ou quelle architecture elle prendra cette campagne sur YouTube. J'ai envie de jouer au jeu, vous avez probablement envie de voir le jeu vu qu'il vient de sortir, donc je vois pas trop l'intérêt de jouer dans mon coin si je peux le faire également avec des vidéos. Après, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises lorsqu'on m'avait posé des questions au sujet de ce jeu, notamment sur mes streams le week-end, c'est un jeu qui a des phases dans lesquelles il se passe pas grand-chose, comme tous les Total War, par exemple quand t'es en train de recruter ou de récupérer après une grosse bataille. Donc je sais pas si je ferai un let's play à 100%, disons, mais j'essaierai au moins, je pense, d'essayer de montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Alors, cela étant dit, nous nous retrouvons sur une campagne avec nos amis les nains, car comme vous le savez très probablement, les nains, c'est bien. Comme toutes les factions de Total War Warhammer, lorsque tu démarres avec les nains, tu as le choix entre deux leaders, Thorgrim Grudgebearer ou une Grim Slayer King, pardon, j'allais l'appeler King Slayer, ce qui est vraiment pas la même chose. C'est tout à fait différent, parce que Slayer King c'est le roi des Slayers, King Slayer c'est le tueur de rois, donc c'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? La raison pour laquelle j'ai choisi Ungrim à la place de Thorgrim, c'est que je trouve que Ungrim a un gros avantage en fait. Euh, c'est que c'est un Slayer. Donc pour ceux qui connaissent pas les Slayers, chez les nains dans Warhammer, ce sont les malades mentaux avec des grosses crêtes sur la tête qui se battent torse nu. Et ils ont l'avantage d'avoir cette fonction qui veut dire rapide pour un nain. Ce sont l'une des seules, disons, unités naines qui ont un petit peu de vitesse. Donc c'est très utile parce que les nains sont extrêmement lents. Donc avoir un leader qui peut un petit peu changer ça, c'est relativement cool. Ok, donc on a une première baston sur le côté avec un joyeux leader des peaux vertes qui est donc Gnashrak. T'en as un nom sexy, moi. Mon vieux, qui est donc un leader des Bloody Spears. Il a des Big Ones qui sont relativement balèzes, les Big Guns. Les Orc Boys, c'est un peu l'infanterie de base, donc c'est pas un problème. Il a également des Orc Harreurs. Alors les Orc Harreurs, faut y faire attention, c'est que... Ils ont un arc, mais en fait, ils sont meilleurs au corps à corps qu'avec leur arc, donc faut faire gaffe quand même à ça. Et ils ont les archers gobelins qui sont un petit peu la base, là aussi. Des unités à distance pour les orques. De notre côté, on a donc notre roi, donc Ungrim, qui est une excellente unité au corps à corps, relativement rapide. Je dis relativement parce que ça reste un nain, donc il est plutôt lent. On a une unité de Slayer, cause beaucoup de dégâts, encaisse beaucoup de dégâts également, donc faut faire attention. Généralement utilisé en tant que force de frappe. À côté, on a des Longbeards et des comment ils s'appellent, des guerriers de base qui sont bien cool d'un point de vue défensif en fait. Les nains, toutes leurs unités au corps à corps sont vraiment puissantes en début de partie. Parce que t'as de l'armure, généralement t'as un bouclier. Et avoir de l'armure en début de partie est vraiment super précieux dans Total War Warhammer. Parce que justement les armes qui passent à travers les armures vont être relativement rares ou excessivement chères à ce stade de la partie. Donc nos amis les Longbeards qui sont là et les Dwarf Warriors vont pouvoir en prendre plein la gueule de manière assez conséquente, ce qui est cool. Ensuite, on a les mineurs qui sont peut-être moins intéressants, disons, mais qui ont quand même l'avantage d'avoir une attaque plutôt cool contre les unités relativement solides. Et à côté, nous avons les Thunderers et les Quarrelers qui sont extrêmement puissants. Les nains ont vraiment d'excellentes unités à distance.
Et en plus, l'un des gros avantages de leurs unités à distance, c'est qu'elles sont tout à fait capables de se battre au corps à corps si la situation tourne un petit peu au coton. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Je m'attends pas à ce qu'ils jouent de manière très agressive là-dessus. Ouais, ça a l'air d'être le cas, vu que c'est moi qui ai attaqué, donc je vais me déplacer de manière relativement tranquille vers cette petite colline. On va dire à tout le monde de prendre son temps, parce que je vois pas l'intérêt d'arriver fatigué sur le champ de bataille. On va passer en vitesse rapide pendant ce temps-là pour voir nos nains avancer. Donc ouais, là on va jouer de manière assez agressive, mais je dirais si vous débutez avec les nains, et au passage c'est une excellente race pour débuter. D'ailleurs les nains et les orques sont probablement les deux meilleures races, je dirais, pour débuter dans ce nouveau Total War, ce qui est assez marrant quand tu sais qu'ils peuvent pas se blairer et qu'ils vont passer les... J'allais dire les premiers tours, mais la grosse majorité de la partie est se mettre sur la gueule, ce qui est assez comique. Mais ouais, ils sont plutôt pas mal pour débuter. Et si vous voulez débuter avec eux, l'une des stratégies principales à avoir avec les nains, c'est vraiment de savoir apprécier à quel point vos unités sont solides en début de partie par rapport à celles de vos adversaires. Et quand je dis solide, je parle pas uniquement de leur armure, qui est certes vraiment cool, mais également de leur morale. Les nains ont un excellent moral, notamment les Slayers, ne s'enfuient jamais, parce que l'objectif d'un Slayer dans la vie, c'est de mourir, donc ils en ont un peu rien à foutre de pas avoir de morale. Ils se battent jusqu'à la mort. Ils ont même une attaque spéciale lorsqu'ils meurent. Euh, ils collent un dernier coup de hache qui fait super bobo avant de clamser. Donc ça peut être très pratique, évidemment. Mais avoir ce mur de nains là qui sont en armure lourde, qui ont éventuellement des boucliers, on les voit pas très bien en vitesse rapide là, mais vous pouvez les voir notamment voilà les Longbeards avec le look très classique, n'est-ce pas, de l'infanterie naine. Tu peux vraiment prendre des charges en pleine tronche. Et pendant que tu te prends la charge en pleine tronche, sur le flanc, tu places soit tes Slayers, qui, comme je l'ai dit, sont plus fragiles, soit tes unités à distance, et tu peux faire vraiment un gros massacre sur le flanc pendant que l'ennemi est en train de perdre son temps à essayer de pourrir la tronche à tes murs. C'est là les gars, marchez pas trop vite une fois de plus, on n'est pas là pour se fatiguer. Et vous, je vais vous coller un petit peu plus... Honnêtement, sur le côté, là, ça pourrait être pas mal les mecs. Essayez de les coller en hauteur, les unités à distance. Ok, il est en train de passer à l'assaut, ça m'arrange beaucoup. Changement d'idée les amis. Le mur, vous vous mettez là. Les Slayers, restez un petit peu sur le côté. Vous essayez de vous mettre par là. Allez ici. Donc ouais, comme je disais, j'essaie de mettre les unités à distance en hauteur de manière à pouvoir tirer au-dessus de la tête de mes collègues. Ce qui est toujours utile pour éviter d'avoir du friendly fire. Ok, vous allez venir chercher les emmerdes. En règle générale, dans Total War, j'utilise beaucoup le mode skirmish pour mes unités à distance. Je le fais quasiment pas avec les nains, en fait. Dans le sens où, comme je l'ai dit, ils sont tout à fait capables de se battre au corps à corps. Donc ils vont avoir tendance à pouvoir se prendre des coups dans la tronche de manière assez valable, en fait. Ça, c'est un bon exemple de situation plutôt exploitable avec les nains. Ils ont chargé en plein dans mon mur. Mes Slayers sont sur le côté. Mes Slayers vont aller attaquer sur le flanc. Il y a leur héros et notre héros qui sont en train de se friter, ce qui est un peu une situation que je qualifierais de classique et efficace. On va essayer d'aller chatouiller un petit peu la tronche des gobelins derrière, pendant que tout ça se passe. Donc leur leader est en train de se faire défoncer par le nôtre, ce qui est assez glorieux. Ah, tu fais le malin, Billy, mais ma hache elle est plus grosse que ton gros coupe-coupe. Hein? Ouais, désolé les mecs, mais question morale, vous pouvez pas faire face à la puissance des nains.